Il n'était pas jardinier. L'homme posté dans les buissons avait la posture d'un soldat, le souffle d'un prédateur et l'arme d'un professionnel. Il s'appelait Robert Kane. Il n'était pas burkinabé. Il était américain, un agent de terrain hautement entraîné, issu des rangs sombres de la CIA. Il avait infiltré le palais sous une fausse identité, avec une mission claire, mettre fin au règne d'Ibrahim Traoré avant que son influence ne fasse basculer toute l'Afrique de l'Ouest. Il avait patienté toute la nuit, dissimulé dans le jardin, dormant à moitié sous un manteau de terre, attendant l'instant parfait. Et cet instant, c'était maintenant. Le président était seul, sans défense, agenouillé dans la paix, ignorant qu'un fusil silencieux le tenait en joue. On lui avait promis une sortie rapide, propre, un tir, un monde différent. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Traoré ne priait jamais seul. Il portait une tenue verte poussiéreuse, une casquette sale, des gants usés par la terre, à première vue, un jardinier parmi tant d'autres, chargé de tailler les haies du palais présidentiel, mais derrière cette façade banale, se cachait un homme bien plus dangereux. Ethan Voss, âgé de 39 ans, citoyen américain, formé dans les unités clandestines de l'Anglais. Un spécialiste des opérations noires, envoyé sur des terrains sensibles à travers le monde. Il ne figurait sur aucun registre officiel. Pas de passé, pas de futur. Seulement des missions. Et celle-ci était claire, éliminer le président Ibrahim Traoré. Ni bruit, ni panique. Un seul tir. Une révolution tuée avant le lever du soleil. La mission ne venait pas d'un caprice individuel. Elle avait été préparée, validée, financée. L'ordre officiel portait le sceau d'agences étrangères agacées par la tournure prise au Sahel. Le président burkinabé, trop indépendant, trop populaire, dérangeait. Son rejet de la domination occidentale, sa rhétorique panafricaine, sa collaboration avec de nouveaux alliés, tout cela faisait de lui une cible. Voss était entré dans le palais 4 jours plus tôt, avec de faux papiers et une histoire fabriquée de toutes pièces. Il avait prétendu venir d'un programme de coopération horticole. Il connaissait quelques mots de Mouret, souriait souvent, gardait la tête baissée. Personne ne s'était méfié. Mais pendant que les autres s'occupaient des fleurs, lui s'entraînait en silence à reconnaître chaque routine, chaque fenêtre ouverte, chaque angle mort. Il avait noté l'heure à laquelle le président priait seul à l'aube, sans protection, dans le jardin du Sud. Il avait étudié les vents, les sons ambiants, même la texture de l'herbe. Et ce matin-là, tout était aligné. Voss s'était posté dans un massif de fleurs. Il avait dormi recroquevillé sur lui-même, immobile, respirant lentement. À ses côtés, un pistolet silencieux, un couteau, et un petit flacon de cyanure en cas d'échec. Face à lui, Ibrahim Traoré, agenouillé, paisible, dos tourné. Sans aucune idée du danger, Ethan approcha son doigt de la gâchette. Il n'avait jamais raté une cible. Mais alors qu'il allait presser la détente, le président prononça une phrase, calme, posée, sans se retourner. « Tu as fait tout ce chemin pour mourir ici, n'est-ce pas ?» Voss figea. Son doigt trembla, il ne comprenait pas. Comment avait-il été repéré? Ce qui devait être une exécution silencieuse, devenait soudainement une bataille pour sa propre survie. Le métal cliqueta faiblement. À peine un souffle, Ethan Voss venait de désactiver la sécurité de son arme, le canon dirigé vers la nuque d'Ibrahim Traoré. Il calcula la distance, l'angle, le vent. Tout était parfait. Une pression, et ce serait terminé. Mais alors, sans avertissement, sans tourner la tête, le président murmura d'une voix calme, « Tu as fait tout ce chemin pour mourir ici, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Ethan se figea. Comment? Il ne comprenait pas. Il n'avait fait aucun bruit, aucun mouvement. Le président n'avait même pas levé les yeux, et puis en un éclair, tout bascula. Avant qu'il ne puisse presser la détente, l'herbe se mit à bouger autour de lui. Une ombre. Un souffle, et soudain, la main d'Ibrahim Traoré surgit comme une flèche, frappa son poignet avec une précision chirurgicale. L'arme vola dans l'herbe. Ethan tenta de réagir, mais le président était déjà sur lui. Le choc fut brutal. Le souffle coupé, l'espion se retrouva plaqué au sol, bras coincés, nuque enfoncée dans la terre. Tout s'était passé en moins de 3 secondes. Ethan, pourtant formé au combat rapproché par les meilleurs instructeurs américains, n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se produire. Il réalisa trop tard qu'il n'avait pas affaire à un politicien protégé par des gardes, mais à un combattant. Un homme forgé dans les conflits du Sahel, formé en Russie, entraîné à Cuba, aguerri dans les zones les plus dures d'Afrique. Un homme qui avait survécu à des rébellions, à des trahisons, à des embuscades. Un homme pour qui chaque aube pouvait être la dernière. Ibrahim Traoré maîtrisait un style de combat mêlant discipline militaire soviétique, technique cubaine et tactique du désert. Brut, direct, sans fioriture. Et surtout sans hésitation,
Le regard du président était fixe, froid, sans peur. Il ne tremblait pas. Il ne criait pas. Il n'était ni surpris ni en colère. Il était préparé. Ethan tenta de se libérer, roula sur le côté, mais son bras fut verrouillé. Une douleur aiguë lui remonta l'épaule. Le président le retourna d'un mouvement sec, le genou contre sa colonne vertébrale. L'espion grogna, il était piégé, des pas se firent entendre au loin. Des gardes arrivaient en courant, mais Traoré ne cria pas à l'aide. Il se contenta de regarder Voss, droit dans les yeux et dit, calmement, « Personne ne tire. Ce n'est pas un tueur ordinaire. C'est un message. Et je veux entendre ce qu'il a à dire. » Les bruits de bottes résonnèrent dans les couloirs du palais, les gardes surgirent de toutes parts, fusils levés, doigts sur les gâchettes. L'un d'eux pointa son arme directement sur la tête d'Ethan Voss, toujours cloué au sol, mais Ibrahim Traoré, toujours parfaitement calme, leva la main et prononça simplement, « Personne ne tire. » Les soldats s'arrêtèrent net, surpris, ce n'est pas juste un tueur. C'est un message. Et je veux l'entendre. Il y eut un moment de flottement. Les hommes échangèrent des regards, incertains. Puis, sur un simple geste du président, deux d'entre eux soulevèrent Ethan sans ménagement. L'espion ne dit rien. Ses yeux fixaient Traoré avec une froideur calculée. Mais derrière cette façade, un doute naissait. On l'emmena à travers un couloir dissimulé, un passage étroit menant sous le palais. Les marches en pierre descendaient dans l'obscurité. L'air se faisait plus humide, plus lourd. Le silence était total. Au bout du couloir, une porte en métal. Blindée, elle s'ouvrit sur une salle nue, sans fenêtre. Mur de béton brut. Une seule ampoule suspendue au plafond, et au centre une chaise en bois, fixée au sol, ils l'y installèrent. Menotté. Essoufflé. Un filet de sang coulait de sa tempe. Puis, ils sortirent refermant la porte derrière eux. Quelques minutes passèrent. Enfin la porte s'ouvrit de nouveau. Ibrahim Traoré entra, seul, pas de soldats, pas d'armes visibles. Juste lui. Dans ses mains, une petite tasse de porcelaine, du thé chaud, il s'approcha de la table, et y posa calmement la tasse. « Parlons, » dit-il. Sa voix était posée, presque douce. Ethan le fixa, silencieux. « D'où viens-tu » demanda Traoré. Pas de réponse. L'espion ne bougea pas. « Tu sais déjà » finit-il par lâcher, sans émotion. Le président s'assit face à lui, croisant les bras. « Dis-le quand même, dis-le à voix haute. » Ethan le regarda longuement. Puis, avec un petit sourire amer, « Je viens de l'Anglais. Je travaille pour l'agence. Et oui, j'ai été envoyé ici. Ordre direct de Washington. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Mais tu le sais déjà. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui vient après. » Le silence retomba. Le thé fumait encore sur la table, intact. Ibrahim Traoré, lui, n'avait toujours pas scié. Le silence pesait lourd dans la pièce, la petite ampoule oscillait faiblement, projetant des ombres sur les murs nus du bunker. Ibrahim Traoré fixait l'homme assis en face de lui, toujours menotté, mais de moins en moins maître de son calme. Le président pencha légèrement la tête, son regard devenant plus perçant. « Dis-le à voix haute. » Sa voix, cette fois, n'avait plus rien de douce. C'était un ordre, clair, sec, sans appel. Ethan Voss soupira longuement, le regard fuyant. Son masque d'impassibilité commençait à se fissurer. Il savait que le silence ne le sauverait pas. Ce n'était pas un interrogatoire banal. Ce n'était pas une pièce d'un tribunal. Ici, chaque mot qu'il prononçait pouvait sceller des sorts bien plus vastes que le sien. Alors, il se redressa légèrement, prit une grande inspiration, et lâcha. « Je viens de l'Anglais. » Un frémissement parcourut les murs, comme si la vérité elle-même avait changé l'atmosphère. « Je suis un agent. Infiltration. Depuis 8 mois. Et oui, j'ai été envoyé ici pour éliminer Ibrahim Traoré. » Il fixa le président, puis ajouta, plus lentement, « Le plan ne vient pas uniquement de là-bas. » Un silence. Le cœur du palais semblait suspendu. Le feu vert est venu d'Abidjan. Traoré ne dit rien. Il ne cligna même pas des yeux. Le président ivoirien a été convaincu que ta chute était une nécessité stratégique. Pour la stabilité, disait-il. Pour l'équilibre régional. Mais surtout, pour éviter que ta révolution ne devienne contagieuse. Ethan fit claquer sa langue contre son palais. Tu les gênes, tu chasses les Français, tu accueilles les Russes, tu parles d'indépendance économique, de souveraineté militaire, tu deviens dangereux. Pas seulement pour eux. Pour tous ceux qui préfèrent l'Afrique docile. Il marqua une pause, puis, regardant Traoré droit dans les yeux, « Et le pire c'est que tu inspires. Tes discours circulent. Tes idées prennent racine. T'étais censé être une parenthèse, une anomalie, mais tu durcis.
Tu résistes. Tu fais peur. Ibrahim Traoré ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de se lever, faisant lentement le tour de la table, il s'arrêta derrière Ethan, posa une main sur le dossier de la chaise, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas ma tête qui porte la révolution, c'est le peuple. Puis il se pencha à son oreille, et murmura. Mais je suis toujours debout. Et maintenant je veux savoir, qui d'autre est déjà entré. Ethan Voss baissa les yeux, le souffle court. Il venait de cracher ce que peu osait dire à voix haute. Mais ce qu'il s'apprêtait à révéler maintenant, allait tout faire basculer. Le président Ibrahim Traoré, debout derrière lui, reprit calmement, « Pourquoi veulent-ils ma mort ?» Ethan leva la tête. Son regard était froid, mais plus arrogant. Il parlait maintenant comme un homme résigné à ne plus mentir. Parce que tu es trop populaire, trop puissant. Tu déplaces les lignes, tu refuses les règles écrites ailleurs. Tu fais sauter les chaînes, et ça ils ne peuvent pas le tolérer. Un silence. Puis il ajouta, presque avec un brin d'admiration mêlé à du mépris, « Et tu accueilles les Russes. » Le mot claqua comme un coup de feu. Traoré ne broncha pas. Il savait. Mais ce qui venait ensuite allait glacer son sang. Ethan se pencha légèrement vers la table, menotté mais provocateur. « Mais tu veux la vraie raison pour laquelle tu es en danger, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui pourrit de l'intérieur. » Traoré fronça légèrement les sourcils. « Quelqu'un dans ton palais m'a donné le code du portail. » Le président s'immobilisa. Ethan appuya, « Quelqu'un très proche de toi. Pas un mercenaire. Pas un infiltré venu d'ailleurs, un visage que tu vois chaque jour. Une voix qui te dit bonjour le matin. » Il sourit, mais c'était un sourire amer. « Tu crois que je suis le seul, tu crois que la tentative de ce matin était l'unique carte qu'ils avaient à jouer ?» Traoré s'approcha lentement, les poings serrés. « Dis-moi, qu'est-ce qu'ils préparent ?» Ethan soupira, puis cracha, « Ils se réunissent ce soir. Dans les sous-sols, une deuxième tentative est déjà en cours. Ils pensent que tu vas mourir dans ton sommeil. Et crois-moi cette fois, ce n'est pas un tir. C'est un poison. » Le président ne répondit pas tout de suite. Il fit quelques pas, le regard sombre, avant de lâcher d'une voix glaciale, « Alors je suppose que je vais devoir être présent à cette réunion moi-même. » Ethan sourit, sans peur, ils sauront que c'est un piège. Mais Traoré le fixa calmement, « Moi aussi. » Le silence du bunker semblait suspendu dans le temps. Les mots d'Ethan Voss résonnaient encore dans la tête du président Ibrahim Traoré. Une réunion secrète. Une deuxième tentative. Une trahison au sein même du palais. Il n'avait plus de temps. Traoré se leva lentement, et déclara d'une voix grave, « Je vais cette réunion. Je veux voir leur visage. » Il ne cria pas. Il n'ordonna rien. Il ne consulta aucun général, aucun ministre. Ce genre de décision, il devait la prendre seul. Il quitta la pièce, sans un mot de plus, laissant Ethan enchaîné dans l'obscurité. 1 heure plus tard, alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, le président changea d'apparence. Il enfila un vieil uniforme de soldat, sans insigne. Il couvrit ses cheveux d'une casquette usée. Un foulard sombre masquait la moitié de son visage. Il ne portait ni médaille, ni signe de pouvoir. Il devenait invisible. Dans un petit bureau reculé du palais, 3 personnes seulement furent mises dans la confidence, un officier de sa garde rapprochée, un agent des renseignements, et une femme médecin en qui il avait une confiance absolue. Chacun reçut un ordre précis, une tâche vitale, et un avertissement. « Si je ne reviens pas, personne ne doit deviner où j'étais. » À 22h18, alors que le palais semblait plongé dans une tranquillité nocturne, Ibrahim Traoré se faufila dans les couloirs par une porte de service. Il descendit un escalier de pierre menant au niveau inférieur, là où se trouvaient les réserves, les anciennes caves, les zones oubliées du palais colonial. Il connaissait bien cet endroit. Il l'avait fait renforcer en secret après sa prise de pouvoir. Il savait que ses ennemis s'y croyaient à l'abri. Ce soir, il allait les surprendre. « Laissez-les croire que je dors », avait-il dit à son officier. « Laissez-les croire que j'ai peur. » Mais il ne dormait pas. Il n'avait pas peur. Il était déjà en marche, dans les entrailles du palais, prêt à entrer dans la tanière des traîtres. Dans une petite réserve enfouie, sous la cuisine du palais, une lumière jaune vacille au plafond. La pièce est étroite, humide, saturée d'une odeur de moisissure et de peur. Autour d'une vieille table métallique, 7 silhouettes sont réunies. Ils parlent bas, comme des fantômes dans la nuit. Il croit être seul. Il se trompe. Un jeune lieutenant, nommé Beau, fixe nerveusement la porte. Son uniforme est froissé, ses mains tremblent. À ses côtés, un assistant administratif tape frénétiquement sur une tablette. Un médecin du palais,
en blouse blanche, fait passer un dossier. Les autres, 2 sous-officiers, un cuisinier, un opérateur radio, écoutent silencieux. L'assistant lit à voix basse le contenu d'un message chiffré, Opération Flamme d'Ivoire. Phase 2 activée. L'équipe de secours est prête. Un silence épais suit la déclaration. Le lieutenant murmure, et si Traoré découvre. Le médecin hausse les épaules avec un sourire froid. Il est probablement déjà mort. Le poison a été administré dans le thé de ce matin. L'agent américain a fait diversion. Tout est en place. Des hochements de tête. Des regards complices. Ils croient avoir réussi. Ils ignorent que derrière la cloison, dans l'ombre, quelqu'un écoute. Ibrahim Traoré est là. Il entend chaque mot. Il reconnaît chaque voix. Le président ne tremble pas. Il ne parle pas. Il observe. Chaque respiration. Chaque mot. Chaque trahison. Dans sa main, il serre un petit enregistreur audio dissimulé dans sa manche. Mais ce soir, il ne veut pas seulement des preuves. Il veut des visages. Et bientôt, ils les verront. La porte s'ouvre brusquement. Ils sursautent, leur visage figé par la stupeur. L'homme encapuchonné qui se tient à l'entrée n'est pas un garde, ni un cuisinier égaré. C'est lui, c'est le président. Ibrahim Traoré retire lentement son foulard. Ses yeux brillent d'une froide lucidité. Sa voix coupe l'air comme une lame, vous parlez comme des hommes, mais vous complotez comme des rats. Personne ne bouge. Personne ne respire. Un des officiers glisse sa main vers son arme, mais Traoré est plus rapide. Il dégaine sans trembler, vise droit. Un silence de mort tombe sur la pièce, un seul geste et je mets fin à cette réunion moi-même. Le médecin du palais bredouille, les yeux écarquillés. Comment avez-vous su? Traoré avance d'un pas. Sa voix, calme et tranchante, vous avez empoisonné mon thé. Mais je ne l'ai jamais bu. Vous avez envoyé un Américain, mais il a parlé. Et maintenant vous préparez la phase 2 de Flamme d'Ivoire? Et alors laissez-moi être le premier à verser de l'eau dessus. Un bruit sourd résonne dans le couloir. Des pas rapides. La porte arrière s'ouvre violemment. En un éclair, une dizaine d'hommes en uniforme noir surgissent, silencieux, méthodiques. Les Lions rouges, c'est la garde secrète du président. Il est inconnu du grand public. Redouté même parmi les militaires. Ils ne crient pas. Ils n'abattent personne. Mais en moins de 10 secondes, tous les traîtres sont désarmés, menottés, maîtrisés. Beau, le jeune lieutenant, baisse les yeux. L'assistant pleure en silence. Le médecin fixe le sol, livide, aucun ne tente de fuir. Aucun ne nie. Ils sont tombés dans leur propre piège, comme des insectes pris au piège de leur arrogance. Traoré, impassible, fait signe aux lions, amenez-les. Chacun répondra de ses actes. Devant le peuple. Devant l'histoire. Et alors que les traîtres sont sortis un à un, le président reste seul, debout au milieu de la pièce, la justice a parlé. Alors que les Lions rouges escortent les traîtres hors de la pièce, le calme revient peu à peu dans la réserve du palais. Le sol porte encore les traces du choc, une tablette brisée, une chaise renversée, une goutte de sueur tombée d'un front trahi. Le président Ibrahim Traoré, toujours debout, observe en silence. Mais alors que le dernier homme est traîné vers la sortie, un murmure s'échappe, faible, mais acéré. C'est le médecin. Il tourne légèrement la tête vers le président, un sourire douloureux au coin des lèvres, et laisse tomber, presque comme une confession. Vous avez arrêté l'espion, mais vous avez manqué le serpent. Traoré s'arrête. Son regard se fige. Le médecin, haletant, continue, ce que vous avez vu ce soir, ce n'était que la peau. Le vrai danger rampe toujours, quelqu'un de plus haut que moi, plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Traoré s'avance d'un pas. Les lions s'immobilisent. Qui, demande-t-il, d'une voix calme, glaciale. Mais le médecin détourne les yeux, un rictus amer aux lèvres, il est déjà en mouvement. Pendant que vous nous arrêtez, il avance. Et il a les clés de la maison. Un silence lourd s'abat dans la pièce, puis, d'un signe de tête, Traoré ordonne qu'on l'emmène. Alors qu'on le traîne hors de la pièce, ces mots résonnent encore dans l'air comme un avertissement ancien. Le président reste seul. Les rideaux de la nuit sont tombés, mais l'obscurité qui l'entoure est d'un autre genre, une ombre invisible, infiltrée, installée dans les murs même du pouvoir. Il regarde autour de lui, le cœur battant plus lentement, mais plus fort. Il sait désormais, ce n'était pas la fin, ce n'était que le début.